à tous. Bienvenue pour ce troisième volet de l'Accio Digital Meetup. C'est un volet qui est consacré à la collaboration technique et fonctionnelle. Donc ce matin, on s'est consacré à l'occasion de 2 webinaires à la collaboration interne d'entreprise. Aujourd'hui et cet après-midi, on veut également voir la collaboration au sein de l'écosystème relations clients. Et pour cela, on a choisi un thème donc autour du guichet unique qui est d'actualité, effectivement, puisque c'est quelque chose qu'on va, nous, éditeurs, souvent rencontrer dans le cadre des consultations, des appels d'offres, etc. Et on a voulu jouer un petit peu la provocation en évoquant particulièrement cette dualité qu'on peut rencontrer sur le marché des généralistes versus les spécialistes, donc qu'on appelle best of breed. Ici, aujourd'hui, donc on a plusieurs interlocuteurs qui sont tous là et qui, aux côtés d'Accio, vont nous aider dans la complémentarité de nos offres à répondre à ces consultations des donneurs d'ordre, avec un objectif qui nous anime tous, donc c'est l'amélioration de l'expérience client. Donc, pour cela, on a ici un panel de différents acteurs, donc tous spécialistes, tous de notre écosystème avec lesquels on a l'habitude de travailler. Au niveau de l'animation, aujourd'hui, on a fait appel à Jérôme Lebrun qui nous a fait l'amitié de venir animer ce débat aujourd'hui, donc qui est directeur général d'Almavia. Nous avons Johan Faudry qui représente Ubicus au titre de la direction du développement qu'il occupe. Valérie Motte qui représente Olidis en tant qu'international business manager. Thierry Aubert en tant que CEO de Mediatek CX. Frédéric qui est président de Sereneo. Et Hervé Dedreuil qui est Sales Director d'Accio. Ce webinaire va s'organiser en 2 temps. Le tout premier temps, c'est d'abord de faire un tour de table pour faire connaissance avec chacun des intervenants, que chacun puisse non seulement nous présenter un peu son parcours, mais surtout l'expertise et du coup l'offre logicielle qu'il représente. On peut peut-être commencer par Jérôme, d'ailleurs. Jérôme, c'est à toi. Enchanté, bonjour à tous. Donc, Jérôme Lebrun, je suis effectivement directeur général Almavia. Nous sommes un partenaire d'Accio. Nous sommes reconnus sur le marché comme étant le spécialiste de l'intégration des solutions CRM omnicanal. Donc, au cœur de la problématique qui va nous intéresser cet après-midi, qui est l'intégration de la meilleure réponse par rapport à un besoin client avec les thématiques qui vont nous animer entre le best of breed, le spécialiste et la suite généraliste. Bonjour à tous, Frédéric Godefroy, je suis président fondateur de Sereneo. Sereneo, c'est un éditeur de logiciel qui propose Gin, qui est une plateforme omnicanal bot agent, dont le rôle c'est en fait de traiter les demandes clients de manière efficace, de simplifier le traitement par les collaborateurs, également de limiter l'effort client. Et tout ça en gardant à l'esprit que ce qui est important pour le client, c'est qu'il y ait une bonne qualité de traitement, une continuité de service permanente. On est un peu comme le chaînon manquant entre les canaux de contact et l'outil métier. On les orchestre dans une approche hybride où on a à la fois le bot et l'humain qui vont collaborer pour aider le client. Donc quand je dis bot, c'est chatbot, makebot, callbot. Les effets, c'est des effets de productivité, mais pas seulement. En termes de productivité, on peut diviser la durée de traitement par 2, c'est assez fréquent. Et donc, si on veut résumer, on pourrait dire que nous, on est une plateforme qui crée des robots pour assister les humains, de manière à ce que les humains ne soient plus obligés de faire un travail de robot. Donc vraiment, c'est la philosophie de notre solution. Bonjour à tous, Thierry Aubert, cofondateur et directeur des opérations de Mediatek CX. Mediatek CX, on est l'un des leaders en matière de plateforme de collecte et d'exploitation de la voix du client. Ça permet de piloter l'expérience client pour l'améliorer. Ça permet également de développer l'engagement des clients. Donc, on va collecter l'expérience sur les principaux parcours clients, les principaux touchpoints, et puis on permet à toute votre organisation d'exploiter ces insights
qui ont été collectés pour piloter des plans d'amélioration, pour coacher vos collaborateurs et développer leur orientation client, pour traiter les éventuelles insatisfactions ou rebondir sur ce qui a été exprimé par les clients dans leur feedback, et lorsque c'est pertinent, pour également publier le feedback client, développer la réputation de votre marque, le trafic, soit sur le web, soit en point de vente. Merci. Volontiers. Bonjour, Johan Faudry, directeur du développement de la société Ubicus, filiale du groupe BBA. Ubicus propose des solutions de pilotage de la qualité délivrée. Nous sommes leaders du quality monitoring en France et nous accompagnons les entreprises pour piloter la qualité délivrée lors des interactions avec leurs clients, principalement en remote, et proposer d'identifier et de mettre en place des plans d'action efficaces, donc à travers des solutions technologiques, mais également des solutions de conseil. Nous travaillons en collaboration avec beaucoup d'éditeurs présents aujourd'hui autour de cette table ronde pour répondre aux besoins des clients, pour apporter une réponse de customer experience pour soit atteindre des objectifs fixés, soit d'optimiser leur customer experience à travers de nouveaux process principalement orientés sur la qualité et l'accompagnement du collaborateur. Bonjour, Hervé Daudreuil, je suis directeur commercial chez Acqueo au sein de l'équipe qui vous accompagne depuis ce matin sur la présentation de notre stratégie et de nos applications pour améliorer la relation client, l'expérience client, donc Unify bien sûr, Analytics, TWS et puis le middleware qui entoure tout ça et qui nous permet de travailler avec tous les spécialistes que nous avons la joie d'avoir autour de cette table ronde. Bonjour à tous, je suis Valérie Motte, je suis le responsable international chez Olidis. Olidis est un éditeur de solutions de workforce management, axé avec un fort ADN sur la partie planification, mais également en proposant des solutions de gestion de temps avec une solution TimeSquare. Qu'est-ce que c'est que la planification? Finalement, on aide les centres de relations clients à mettre en adéquation deux variables critiques dans leur organisation. D'une part, les flux d'activité, quels qu'ils soient, et d'autre part, la disponibilité des collaborateurs à travers une solution de planification qui permet tout simplement d'optimiser le process, d'optimiser les plannings et les activités en tenant compte finalement des contraintes légales, organisationnelles et individuelles. On est éditeur, on est également intégrateur métier dans la relation client certes, mais aussi dans d'autres métiers comme la distribution ou la restauration. En fait, ce sont des secteurs qui sont soumis à des enjeux de flux et pour lesquels il faut les adresser par une meilleure organisation de leurs effectifs. Voilà. Donc, on propose tout un set évidemment de prestations autour d'audits, de conseils, de formation, un accompagnement clé en main sur nos solutions, sachant qu'aujourd'hui, on a près de 32 ans d'expérience, une soixantaine de collaborateurs et près de 4500 clients dans une quarantaine de pays. Donc, on va rentrer maintenant dans le débat, celui du jour, donc le guichet unique entre désir et réalité. Donc, on va du coup présenter ce débat sous forme de questions. Et la toute première qui arrive, donc pour tout le monde, donc comment analysez-vous l'évolution de votre segment de marché? Et quelle est votre vision de cette dualité entre généraliste et spécialiste? C'est vrai que on a ce débat sur le marché entre suite tout en un et puis best of breed. On est tous bien placés sur le marché pour savoir qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients dans les deux cas. Et il y a un marché aussi pour les deux types de solutions, tout en un ou best of breed, donc spécialiste. On peut observer sur le marché qu'il y a des besoins qui sont différents et du coup, ça apporte des réponses différentes. Et c'est assez spécifique peut-être à chacun de nos marchés. Donc, ça pourrait être intéressant pour lancer la table ronde. On a vu là dans les différents intervenants autour de la table ronde, on est tous sur des marchés un peu différents, connexes, complémentaires, mais un peu différents. Ça pourrait être bien d'avoir en introduction chacun sur votre marché, votre vision et la pertinence des solutions de spécialistes ou de généralistes. Peut-être Valérie, on peut commencer par toi, par Olidis, ta vision sur ton marché. Oui, très bien, parfait. Effectivement, je vous rejoins, c'est que tout le monde peut trouver sa place sur ce marché. Le débat, c'est de savoir si on est intégré, c'est le débat intégré versus spécialisé.
on est complet, mais parfois trop généraliste, ou alors on peut être un peu expert et isolé. Je dirais que tout dépend du porteur du projet et de la nature en fait des projets sur lesquels on est nous confrontés. On a des donneurs d'ordre qui, finalement, quand on regarde la définition Gartner, et je pense que certains vont y revenir pendant cet échange, quand on regarde le Gartner et le WFM, je veux dire, le scope est extrêmement large. Et effectivement, dans ce cas-là, le généraliste aura une carte à jouer. Maintenant, nous, en tant que spécialistes, on attache une importance sur le fait que les clients fassent une analyse en profondeur, finalement, de leurs besoins, des besoins spécifiques et détaillés. Et là, c'est peut-être plus favorable au best of breed. Et un dernier point là-dessus, c'est que je pense que le best of breed où le spécialiste devra effectivement rassurer les clients ou ses clients par une capacité à s'intégrer de manière souple dans la SI du client. Merci Valérie. Thierry, le point de vue de Mediatek? Alors, sur tout ce qui relève de la voix du client, c'est effectivement le débat solution spécialisée ou module satisfaction client, voix du client d'une solution plus large. C'est un débat qui est assez fréquent parce qu'on trouve ces modules dans pas mal d'applicatifs, que ce soit des applicatifs de CRM, de centre de contact, de gestion d'interaction. On est confronté finalement à deux pressions un petit peu antagonistes. D'un côté, certains de nos clients nous poussent à élargir horizontalement notre offre, la liste des fonctionnalités qu'ils s'attendent à trouver dans une solution telle que celle de Mediatek. On veut pouvoir, dans cette solution, gérer le rappel des clients insatisfaits. Alors, c'est peut-être plutôt le rôle d'un CRM ou d'un outil de gestion d'interaction de gérer ça. Donc là, on voit bien que dans certains cas, les donneurs d'ordre cherchent à avoir une offre assez large dans une solution qui se veut tout de même assez spécifique et assez spécialisée. Et puis, à l'inverse, on rencontre parfois des donneurs d'ordre ou des clients qui ont l'ambition de vouloir finalement avoir une solution packagée, unifiée. Je vais prendre l'exemple d'une solution qui serait complètement unifiée pour le digital ou pour le centre de contact et qui intégrerait parmi ces fonctionnalités une fonctionnalité de mesure de la satisfaction client. Et là, on se rend compte quand on creuse un petit peu que c'est une sorte de fausse unification, puisque cette solution, en fait, finalement, va créer un silo, puisque la mesure de cette satisfaction client, elle sera isolée dans la solution du digital ou du centre de contact téléphonique, et elle ne sera pas unifiée avec le reste de tout ce qui est fait dans l'entreprise, dans l'organisation, en matière de pilotage de l'expérience client et de la satisfaction client. Et donc, en fait, en voulant avoir une solution unique et générale sur un canal de contact, par exemple, eh bien, en fait, on a cassé cette vision 360 degrés de la perception client ou de la satisfaction client que voulait avoir la marque. Donc ça, à nouveau, il n'y a pas de recette miracle, mais à chaque organisation de définir le curseur et la manière dont elle a envie d'architecturer les différents blocs autour de la gestion du client. Johan, pour Ubicus, ta vision sur le marché? Avec plaisir. Alors, sur la partie quality monitoring, la vision qu'on observe sur les derniers mois, c'est qu'on a une évolution très forte de la maturité des donneurs d'ordre sur le besoin en quality monitoring. Et on a vu apparaître en fait auparavant un besoin simplement de faire des évaluations et d'afficher des résultats pour prendre des décisions, qui a évolué vers un besoin également de centraliser, je dirais, l'activité autour du collaborateur qui traite les interactions pour accompagner son développement. Donc, on passe, nous, du quality monitoring vers le quality management. Et certains autour de cette table ont déjà fait cette action. Donc, nous, on voit que sur la partie quality monitoring, ça se développe et ça a pour principale conséquence, en fait, d'avoir, en fonction de la personne, de l'interlocuteur et de la maturité qu'il a par rapport à cette approche, bon, on va voir, et s'il a un besoin qui va avoir l'obligation de devoir communiquer avec les autres solutions ici présentes, ou avoir un besoin très spécialisé, et ce qui va orienter le choix de son futur partenaire. Donc, dès que le besoin va être dans une notion de spécialisation, de certification, de normalisation, et certains que les généralistes auront du mal à trouver, je dirais, en tout cas, leur capacité à se différencier. Là où on va être, nous, différenciants, c'est que le donneur d'ordre qui a un niveau de maturité suffisant sur le pilotage de la qualité va vouloir des fonctionnalités
bien adapté au quality monitoring et va s'orienter plutôt vers un pure player. Mais je rejoins ce que dit Thierry, c'est-à-dire que comme sur la voie du client et le pilotage de la qualité délivrée, on nous demande de plus en plus de réaliser des actions dans nos outils qui ne sont pas notre spécialisation, mais qui nécessitent de communiquer avec les autres outils pour pouvoir générer de la valeur en fait pour le client. Donc, on voit que l'évolution de notre segment marché va de plus en plus vers la nécessité de communiquer entre les outils et non pas simplement communiquer, mais d'apporter de la valeur et de l'expertise et de la combinaison d'expertise. Donc, entre le choix best of breeds ou généraliste, on va dire en fonction que l'interlocuteur soit technique ou plutôt opérationnel, ça va orienter son choix, et en fonction de la maturité de son besoin, voilà, ça peut potentiellement équilibrer son orientation. Donc, nous essayons en tout cas à chaque fois de répondre au mieux à ce besoin, en s'interfaçant soit avec nos confrères ici présents ou en créant des passerelles avec des outils, même généralistes. Merci, Johan. Frédéric, sur le marché de l'expérience client, le marché Sereneo. Oui, c'est vrai que j'ai envie de rebondir sur ce que vient de dire Johan. C'est vraiment intéressant cette notion aussi de se faire pousser vers la généralisation par les clients. Finalement, c'est un mouvement qui vient avec une sorte d'agrandissement, de croissance, de taille, en fait, quelque part. Moi, j'ai tendance à associer généraliste et très gros. Je ne sais pas si c'est absolument exact, mais en tout cas, plus l'éditeur a pris du poids et plus il a eu tendance à intégrer beaucoup de verticaux, plus il a eu tendance à être riche au niveau fonctionnel, mais en même temps, pour garder une cohérence, il fait aussi des choix et il va aussi prendre des approches qui lui sont propres et qui sont peut-être pas universelles, en tout cas qui ne vont pas répondre à tout le monde. Donc, quelque part, il n'y a pas une sorte de dichotomie où on dirait c'est généraliste ou c'est best of breed. On est un peu entre les deux tous, c'est une question de croissance quelque part. Maintenant, c'est surtout est-ce que ça correspond au client qui est le plus important, quoi. C'est ce que j'ai entendu dans ce que disait Johan, quoi. Pour ça, clairement, il y a un avantage à être plus spécialisé, c'est qu'on va être quand même plus focus sur une thématique et que le client va le sentir dans le projet. Il y aura un accompagnement aussi qui est plus précis quand on est vraiment que sur un sujet. On va être plus à l'aise et plus rodé finalement sur ces thématiques-là. Mais globalement, il n'y a pas tellement d'opposition entre toutes. La question, c'est plutôt, je vais prendre le généraliste peut-être parce que c'est commode, peut-être parce que ça me fait un guichet unique justement. Mais en même temps, je risque de renoncer à un certain nombre de choses que je trouverais chez les spécialistes. Donc, je pense que notre approche d'orchestration, elle peut être une réponse à ça pour un peu enlever la frontière qu'on crée entre ces deux mondes-là. On peut faire les deux, quoi. On peut être un peu hybride. Merci Frédéric. Hervé, pour Accio, tu termines le tour de table? Oui, tout à fait. Donc, on a ouvert cette table ronde sur le thème justement du guichet unique. Ce que nous, on constate, c'est que nos clients nous demandent, à travers ce guichet unique, plutôt de fédérer autour de essentiellement l'application Accio Unify, des applications complémentaires un peu sous forme d'un kiosque de spécialistes. C'est-à-dire que les clients d'Accio, ce qu'ils nous disent souvent dans les enquêtes qu'on fait auprès d'eux ou dans les copies trimestrielles, c'est qu'ils apprécient le fait qu'on soit une application qui est spécialisée avec un accompagnement spécialisé. Et quand ils nous demandent d'être accompagnés sur des sujets complémentaires, ils préfèrent à travers nous et à côté de nous avoir affaire pareil à des spécialistes qui vont les accompagner sur l'application mais aussi sur la démarche métier plutôt que de dire Accio fait tout et puis je m'en occupe pas. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est fort dans la demande de nos clients et donc ça correspond bien à la table ronde qu'on a aujourd'hui. Après, dans les appels d'offres qu'on reçoit, la demande est plus d'avoir la possibilité d'activer sur la période du marché qui est travaillée, 3 à 5 ans, de se dire le jour où on va avoir besoin d'activer des applications complémentaires, on veut pouvoir les activer tout en étant accompagné au niveau métier. Et donc, c'est ce qu'on met en avant. Nous, à la fois, cette notion de fédérer des partenaires et de kiosques, mais en tirant, enfin, en mettant à disposition le meilleur de chaque spécialiste à travers ses applications et aussi à travers son accompagnement. Enfin, on discute souvent avec nos clients, mais aussi avec nos prospects, de démarrer sur une démarche de POC, de Proof of Concept, qui permet de
discuter avec nous et le partenaire spécialiste d'une des solutions, justement pour voir à quel moment est-ce qu'il faut l'activer, quels sont et comment ça va être efficace pour que ce soit travaillé par l'entreprise. Merci. Donc, on va passer à la question suivante. Pourquoi faire du best of breed? Quels sont les points forts, les avantages qu'offre du coup votre offre? Pour lancer le débat sur cette question, assurément, qui dit best of breed dit solution spécialisée. Et spécialisée, ça veut dire conçu spécialement pour adresser un besoin métier et un besoin technique. Donc, quand on pense best of breed, on pense rapidité de déploiement, on pense meilleure appropriation par les utilisateurs, qu'ils soient techniques ou métiers, et on pense retour sur investissement ou démonstration beaucoup plus rapide, avec une intégration qui est plus rapide. Donc, pourquoi faire du best of breed? Hervé le disait, on a beaucoup de marchés qui démarrent par des démonstrateurs, les fameux proof of concept, les POC, et souvent, quand une équipe métier veut rajouter une fonctionnalité ou veut démontrer la pertinence d'une partie d'une suite logicielle, d'un module, le premier réflexe, c'est de mettre un POC. Et le POC, assurément, on va plutôt aller chercher un acteur spécialisé, un best of breed. Après, le best of breed, il a aussi plus de profondeur fonctionnelle. Et à partir du moment où il y a plus de profondeur fonctionnelle, va se poser la question post-POC, quand on va vouloir réintégrer cette solution qu'on a POCée, dont on a fait la démonstration de la valeur dans l'environnement de travail de collaborateurs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde la même profondeur fonctionnelle ou technique avec, comme on le rappelait, une intégration dans l'existant, ou est-ce que on va se mettre plutôt dans la suite générique qui peut être déjà en place au risque de perdre la profondeur technique. Donc je pense que quand Fabienne, ta question, c'est quels sont les points forts, les avantages? Il y a aussi cette notion de profondeur et de différenciation et de spécialisation par rapport à des suites généralistes. Et pour lancer la thématique, ça peut être intéressant d'interroger un peu chacun sur sa vision de ces exemples de profondeur qu'il peut apporter versus des suites un peu plus généralistes. Thierry, si je peux démarrer sur le sujet, Médiathèque, les exemples de profondeur ou de différenciateurs que vous pouvez avoir par rapport à des suites qui pourraient prétendre faire la même chose, mais un peu plus généraliste? Oui, tout à fait. Effectivement, dans notre cas, il y a essentiellement, je dirais, 4 grands scénarios dans lesquels on va faire appel à des acteurs tels que Médiathèque. Il y a soit effectivement quand on veut aller chercher davantage de valeur ajoutée, de spécialisation que ce que peut offrir un module générique. Alors dans notre cas, qu'est-ce que ça peut vouloir dire par exemple? Bien, ça peut vouloir dire j'ai envie de faire des enquêtes qui vont être un petit peu plus compliquées en termes de ciblage parce que j'ai grandi en maturité, j'ai besoin de mieux gérer mes ciblages clients, j'ai besoin de pouvoir faire des enquêtes et de la collecte de feedback client via d'autres canaux que les canaux, je dirais, usuels et simples. Je veux pouvoir utiliser de manière complètement omnicanale de la collecte par email, par téléphone, par SMS, par réseaux sociaux, etc. Sur ce sujet de la valeur ajoutée, souvent l'angle qui est le déclencheur, c'est l'angle de qu'est-ce que j'arrive à faire de tout ce que j'ai collecté. Beaucoup de nos prospects nous disent en fait on collecte plein de trucs, mais en fait on n'arrive pas à l'utiliser, on n'arrive pas à créer un vrai impact. Et là, en fait, les plateformes telles que les nôtres, eh bien, elles vont proposer un certain nombre de fonctionnalités qui vont vraiment venir en support des utilisateurs pour transformer tous ces insights clients qui ont été collectés suite au parcours, suite aux interactions, pour soit piloter des plans d'amélioration, soit coacher les collaborateurs et améliorer leur performance et donc la performance en matière de satisfaction client, etc. On va vraiment, venir pas uniquement avec un simple indicateur qui s'affiche sur mon écran, mais également avec vraiment des axes et de la prescription de quelle action je peux mettre en place en tant qu'agent, en tant que superviseur, en tant que responsable qualité pour réellement avoir un impact. Le deuxième élément, souvent, c'est le fait de rendre davantage d'autonomie au métier, puisque beaucoup de solutions génériques sont dans la pratique pilotées et administrées par des équipes informatiques. Et dans certains cas, les métiers ont besoin d'avoir une agilité plus forte, une autonomie plus forte. Et ça, c'est également
un driver important de choix de solutions telles que Mediatek, les métiers voulant être autonomes pour lancer une enquête ad hoc, pour modifier des tableaux de bord sans que ça prenne tout un process qui peut être parfois assez compliqué et assez lourd. Troisième élément, je l'avais évoqué tout à l'heure, le désilotage de l'organisation sur la partie feedback management. Il nous arrive de rencontrer des organisations où il y a des enquêtes qui se font dans l'outil de chat, d'autres enquêtes qui se font dans l'outil de centre de contact, et puis le web a mis ses propres enquêtes par ailleurs. Bon ben, si je suis au marketing et si je souhaite avoir une vision unifiée de l'expérience client sur un parcours multicanal, c'est impossible. Et là, ça peut être intéressant de mettre en place une solution telle que Mediatek qui va venir finalement orchestrer, consolider tous ces feedbacks clients. Et puis le tout dernier point, je rebondis sur ce que disait Frédéric tout à l'heure, souvent les spécialistes ont une taille qui est plus modeste que les grands acteurs généralistes, et il nous est arrivé de rencontrer des donneurs d'ordre qui préfèrent avoir des acteurs de taille, je dirais, un peu plus raisonnable, un peu plus modeste, pour notamment avoir, je dirais, une relation plus équilibrée, la capacité à impacter la roadmap, la capacité à avoir accès à la direction de leurs prestataires, etc. Donc voilà les quatre, pour nous, les 4 scénarios les plus fréquents qui poussent à travailler avec des acteurs tels que nous. Merci Thierry. Valérie, pour l'IDIS, des exemples de différenciateurs de profondeur technologique ou métier apportés par l'IDIS? Oui, effectivement. Dans notre métier qui est la planification des ressources humaines dans le monde de la relation client, on est confronté quand même à des processus de planification qui sont extrêmement verticaux. C'est-à-dire qu'entre les habitudes de travail, l'organisation, le secteur d'activité, les règles RH, les conventions collectives, enfin cet ensemble de règles et finalement de contraintes peuvent être extrêmement, impactantes pour l'organisation. Et finalement, on se rend compte qu'il suffit d'avoir une règle de gestion qui manque ou une fonctionnalité qui manque et qui ne tient pas compte finalement des conventions collectives, et ben, finalement, c'est une solution qui est écartée. Donc l'idée, si vous voulez, chez Olidis, c'est qu'on, depuis des années, on a finalement enrichi l'outil en étudiant tous les processus, toutes les contraintes d'organisation avec des paramétrages permettant de s'adapter au plus fin dans toutes ces contraintes d'organisation et ces contraintes de planification. Moi j'ai un cas d'un dossier d'un outsourceur en Espagne qu'on avait gagné il y a quelques années et qui avait une règle de gestion assez critique qui était ce qu'on appelle la pause visuelle, c'est-à-dire qu'en Espagne, c'est la loi. Vous devez lever vos yeux de l'écran 5 minutes toutes les heures. Et ce client souhaitait particulièrement l'appliquer dans les plannings prévisionnels. Et ben, on était les seuls finalement à pouvoir proposer cette fonction. Alors, ça peut paraître un détail, mais finalement, c'est quand même des points d'achoppement qui sont importants pour le client et qu'il faut savoir lever. Et je pense que le best of breed ou le spécialiste est le plus à même de pouvoir rentrer dans ce niveau effectivement de détail, permettant finalement de générer un peu l'effet waouh chez le client et qui peut faire la différence. Merci Valérie. Frédéric, un avis pour Sereneo? Oui, effectivement, je rejoins Valérie. C'est vrai que sur cet aspect de pertinence dans l'intervention qu'on va avoir vis-à-vis d'un client, il peut y avoir cette illusion aussi que le gros, parce qu'il est gros, il va être très fort, donc très bon, mais il va être aussi très dilué en termes d'efficacité. Il va pas être focus. En médecine, je prends un exemple, une comparaison de la vie quotidienne. On a un généraliste qui fait une première analyse, mais c'est ensuite un spécialiste vraiment qui va aller au fond des choses et qui va lui être plus pertinent. C'est bien pour ça qu'on l'appelle ainsi. On ne renoncerait pas à l'un pour l'autre, en fait. Ni dans ce domaine-là, ni dans l'électroménager chez soi, par exemple. On n'achète pas tous la même marque pour tous les besoins. On a des spécialistes qui sont meilleurs dans l'aspirateur ou le frigo. Bon, voilà, c'est un peu la même chose. C'est vrai que quelque part, si on va vers le généraliste, on fait un constat de renoncement, j'ai l'impression. C'est-à-dire que le client va se dire, là, je vais avoir tout au même endroit. Il m'inspire aussi confiance par sa taille. Donc, quelque part, ça compense le fait que je sais pertinemment qu'il ne sera pas aussi bon que celui qui est vraiment que sur cette approche fonctionnelle-là, que sur les insights clients, que sur le quality monitoring, que sur l'orchestration, comme c'est dans notre cas. Bon, effectivement, tout ça, c'est quelque part un peu, je renonce parce que je ne peux pas faire autrement. Et est-ce que vraiment on ne peut pas faire autrement? Donc,
Oui, dans l'orchestration, justement, on professe qu'on peut faire autrement et que c'est intéressant d'avoir le meilleur de chaque domaine et de les associer entre eux, les fonctionner par justement une orchestration. Mais peut-être pour revenir aussi sur le sujet que soulevait Thierry, bon, il y a clairement un côté humain dans tout ça. On va avoir, je pense, chez les spécialistes, une plus grande proximité qui est un petit peu le miroir de ce qu'il disait tout à l'heure. C'est-à-dire, oui, il y a aussi une relation différente quand on est devant un plus petit que soi, on va pouvoir se dire qu'on a une influence sur la roadmap. C'est pareil aussi, le CSM, par exemple, va être vraiment beaucoup plus au petit soin. Il va certainement vouloir aller au fond des choses et penser projet plus que upsell et uniquement résultat financier, à mon avis. Merci Frédéric. Johan, Ubicus. Oui, bah, ça va un peu aller dans le sens de tout ce qui vient d'être dit. Je pense que sur le quality monitoring, on va attendre le spécialiste sur une vraie notion d'expertise sur certains sujets. Je pense élu service client de l'année, je pense certification NF relation client. Le généraliste n'a pas du tout la capacité à pouvoir intégrer ça, je dirais, dans sa brique de service et dans son produit, alors que le spécialiste, ça va être peut-être quelque chose d'obligatoire pour apporter de la valeur et vraiment se différencier. Et je vais prendre un autre exemple. Il y a une consultation en cours aujourd'hui où on nous demande d'intégrer de l'intelligence artificielle dans une volonté de rentabiliser et de rendre la partie quality monitoring encore plus rentable que ce qu'elle est. La plupart des généralistes vont s'appuyer sur des technos existantes ou leur propre techno qui va avoir une vision très client sur l'intelligence artificielle. Le spécialiste va s'approprier cette technologie et va l'orienter vers le collaborateur ou vers le conseiller, ce qui va permettre, dans un second temps, de pouvoir créer en fait des actions assez efficaces avec les autres outils et de pouvoir s'appuyer sur des orchestres, sur des chefs d'orchestre, comme peut l'être Frédéric, pour en fait générer des actions dans des CRM, dans des outils de WFM, ou générer des enquêtes à partir du moment où on a détecté des situations inacceptables ou des non-conformités flagrantes. Donc là où le best of breed va prendre toute son ampleur, c'est sur cette notion de spécialisation métier. Et là où je vais plus loin, et je vais dans le sens de Frédéric, c'est l'humain qui va faire la différence. Le généraliste va avoir une dimension, on va dire, très équilibrée entre le client et l'humain et le collaborateur conseiller. Le spécialiste va faire un choix. Alors, il peut être très client parce que son métier l'impose, ou il peut être très collaborateur comme le choix que nous avons fait. Et on va aller plus loin que le généraliste, où nous, on ne va pas s'arrêter au résultat, mais on va aller traiter comment ça se passe au niveau du comportement du conseiller, comment ça se passe au niveau, je dirais, de son profiling et de l'influence que ça peut avoir sur sa planification ou potentiellement sur sa performance à court ou moyen terme. Donc, on a l'impression en tout cas qu'à travers les spécialistes, on va pouvoir prendre des dimensions beaucoup plus grandes et beaucoup plus étendues, qui sera très difficile d'avoir avec les généralistes. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de communiquer au plus simple et au plus efficace avec les acteurs présents autour de cette table, même virtuelle, pour aller vraiment dans l'action la plus rapide et la plus efficace. Donc voilà, notre position est de dire continuons dans cette direction et maintenons le collaborateur, l'humain et le conseiller au centre de cette organisation pour l'amener vers la performance, là où le généraliste s'arrêtera à un simple résultat. Merci Johan. Hervé, tu conclus les réponses aux questions sur pourquoi le best of breed et la profondeur? Tout à fait. Moi, ce que j'entends de chacun de nos spécialistes, c'est beaucoup de sur-mesure, beaucoup d'adaptation par rapport aux besoins spécifiques de chacun des clients. S'il rejoint l'idée de fédération que j'avais évoquée tout à l'heure, et nos clients au sein de Akio, ils apprécient, nous, le fait qu'on puisse s'étendre sur plusieurs médias, et tout ça à travers une gestion unique du dossier, et qu'on puisse en fait synchroniser, je dirais, l'expertise de nos partenaires en fonction de ce qu'on fait sur les médias sur lesquels on travaille, sur la gestion de dossiers qu'on a déjà mis en œuvre avec ses clients. Et ça, nous, on est en train de l'élargir jusqu'à transformer toute l'entreprise pour la mettre dans la relation client avec le CCAS, comme on a vu ce matin, c'est-à-dire l'étendre via la téléphonie d'entreprise à tout collaborateur de l'entreprise. Donc, ce sur-mesure, c'est à la fois la richesse de chacun de ses partenaires de pouvoir s'adapter
dans chacun de ces contextes, mais c'est d'autant plus riche qu'on arrive à le mettre en œuvre avec un chef d'orchestre qui est l'intégrateur, et c'est souvent Almavia l'intégrateur, puisqu'il va faire le lien justement entre l'ensemble de ses besoins, l'expertise de chacun de ces spécialistes, pour que tout ça soit homogène par rapport aux priorités du client, à la fois dans sa globalité et dans ses détails. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'hybridation des offres? Et finalement, est-ce qu'on n'est pas tous à la conquête du Graal Gartner? Alors, je pense qu'effectivement, c'est une bonne question, parce que si on prend un peu de hauteur quand même, on peut quand même, quand on fait l'opposition spécialiste-généraliste, si je dois être macro, on peut quand même considérer que tous les généralistes sont nés spécialistes. C'est-à-dire que on ne naît pas généraliste, on commence par un domaine d'expertise et puis on s'étend, on a un appétit grandissant et on devient généraliste. Donc ça, c'est vrai qu'il me semble que tous les généralistes visent le Magic Quadrant du Gartner et à être positionnés à un certain nombre de quadrants le plus possible. Et c'est aussi le cas du spécialiste dans son quadrant. Mais nous, ce qu'on peut observer en tant qu'intégrateur, c'est qu'il y a, dans les spécialistes, il y a deux types d'acteurs. Il y a le nouveau-né, on va dire, qui est un peu start-up, qui se met sur un segment de marché et qui, très vite, est un modèle soit un peu disruptif, soit novateur, et apparaît comme un spécialiste. Et le challenge, ça va être de l'accompagner pour s'intégrer dans le reste de l'écosystème du client. Et puis, donc ça, c'est les nouveaux, mais qui aspirent à grandir et qui lèvent des fonds et puis qui ont un appétit fort et qui sont un futur généraliste. Mais à côté de ça, on a aussi on rencontre d'autres types de spécialistes qui sont des spécialistes plus assumés, dont la vocation est de se spécialiser d'un point de vue métier, technique, accompagnement, conseil, et à offrir une profondeur plus forte d'accompagnement sur leurs produits. Il n'y a pas de bonne stratégie ou de moins bonne stratégie, c'est deux stratégies différentes qui correspondent à des besoins différents. Et autour de la table, je pense qu'on a aussi cette dualité d'intervenants, avec des intervenants qui aspirent à accompagner leurs clients sur un périmètre fonctionnel de plus en plus large, et avec une intégration la plus fine possible parce que native, et puis d'autres types d'acteurs qui sont plus spécialisés sur se réinventer à chaque fois sur le métier du client, l'accompagner pour performer. Et la réponse n'est peut-être pas si évidente que ça. Valérie, pour Olidis, futur généraliste, spécialiste assumé, Olidis? Alors bon, depuis qu'on existe depuis 32 ans, je peux dire qu'on est quand même assumé en termes de positionnement et de spécialistes, très clairement. Mais effectivement, on a une dualité, sur ce sujet, dans le sens où il y a quand même une nécessité cela, Frédéric en parlait, on a nos clients qui nous poussent à aller plus loin, plus large. Il y a aussi une nécessité de conquête. On est quand même tous là aussi pour développer une entreprise et donc d'aller chercher des nouveaux marchés. Et ça passe aussi par un élargissement de l'offre. Voilà. Après, on parle du Magic Quadrant. Effectivement, dans le Gartner, quand on regarde les briques WFM, elles sont toujours de plus en plus importantes. On a WFM, on a WFO. Tout cela devient effectivement, on pourrait dire un Graal, mais il faut aussi choisir. Et choisir, c'est renoncer. Moi, l'avantage d'être spécialiste, c'est que ça positionne très clairement dans l'image de nos clients notre valeur ajoutée, notre expertise. Ça, c'est l'avantage d'être spécialiste. Un généraliste, ce sera un peu plus flou et nous, on n'est pas forcément pour une course à l'armement automatique. Donc, je pense qu'il faut bien choisir finalement les briques qu'on peut éventuellement ajouter dans son offre pour rester quand même cohérent par rapport à une stratégie et par rapport à un positionnement chez nos clients. Parce que vouloir faire trop large, à un moment donné, on fait aussi moins profond en termes de réponse métier. Merci Valérie. Frédéric, pour Sereneo, ta vision, futur généraliste, spécialiste assumé, Sereneo?
Oui, bah, effectivement, on pose la question dès la naissance quasiment. Qu'est-ce qu'on veut faire pour sa société? Bon, je me dirais que dans notre cas, on a peut-être choisi autre chose encore. Alors, c'est vrai que c'est au début, est-ce qu'on veut s'élargir très large, devenir très grand et finalement avoir tout dans une seule solution? Ou alors, est-ce que peut-être un peu à la Google, on fait plein de verticaux et on est une sorte de multispécialiste? Moi, j'ai l'impression qu'on peut aussi aller, comme c'est notre cas, vers justement une plateforme qui va être capable d'orchestrer toutes sortes de besoins parce que quelque part, elle est prévue dès le début pour être le réceptacle de la spécialité du client. Le client, il a un besoin qui lui est propre, ça n'appartient qu'à lui. Il va essayer de rentrer aux choses peu dans une solution généraliste ou même dans une solution de multispécialiste. Et si la solution elle-même, elle avait pensé dès le début que c'est le client qui prend le pouvoir sur la solution et qui en fait ce qu'il a envie. Il a une pâte à modeler, il la constitue comme il veut, quoi. Bah, en fait, c'est comme ça qu'on l'a conçu au CNO. On a l'impression que c'est quelque chose qu'on peut qualifier de troisième pouvoir, en fait, c'est-à-dire une solution qui va pouvoir grandir autant qu'elle voudra, tout en restant capable de faire ce que le client aura décidé de faire avec elle. Et c'est probablement comme ça que on pourra rester, je pense, avec l'avantage du best of breed. En devenant, j'espère, de plus en plus grand avec les besoins qui vont s'enrichir sur le marché. Donc, quelque part, cette dualité-là, elle est plus entre est-ce qu'on va vouloir se fermer sur une seule approche ou plusieurs approches successives, ou est-ce qu'on va vouloir continuer à penser client en permanence dans la façon dont on constitue sa gamme? Merci Frédéric. Thierry, pour Mediatek, généraliste, spécialiste, futur généraliste. Nous, on a, jusqu'à présent, on avait une trajectoire qui était une trajectoire assez typique de spécialiste. Hein, au départ, il y a quelques années, de spécialiste plutôt naissant, puis on a grandi au fur et à mesure. Mais on reste très orienté aujourd'hui plutôt dans une problématique qui est comment est-ce qu'on peut créer davantage de valeur pour nos clients sur la problématique qu'on a choisi d'adresser, plutôt que d'être dans une stratégie qui consisterait à adresser de plus en plus de problématiques. Donc notre problématique, c'est celle qu'on aide nos clients à adresser, c'est comment est-ce que je peux mieux écouter mes clients et comment est-ce que je peux mieux réagir de manière très concrète, très tangible à ce que j'entends quand mes clients me parlent. Et en fait, on se concentre sur cet objectif-là, et c'est vraiment ça qui drive, je dirais, tous les efforts de Mediatek, que ce soit en termes d'investissement R&D, en termes d'expertise de nos équipes de chefs de projet et de customer success, etc. Et on a par contre, je dirais, en complément, parce qu'il n'y a pas d'opposition selon nous, ajouté, je dirais, une composante multi-spécialiste qui s'est traduite par le rapprochement de Mediatek il y a quelques semaines maintenant, avec à la fois Avis Vérifié, le leader des avis clients en ligne, avec Tister, qui est une pépite dans le domaine des avis vidéo. Et là, le but de ce groupe que nous constituons est plutôt de constituer un groupe de multi-spécialistes. En fait, on va capitaliser en pré-intégrant nos plateformes pour faciliter la vie de nos clients communs, etc. Mais chaque entité reste extrêmement indépendante et autonome pour justement conserver cet ADN de spécialiste. Donc voilà un petit peu l'approche qui est la nôtre actuellement. Merci Thierry. Johan, un avis sur la question? Oui, alors nous, on a la particularité en fait anciennement d'avoir une solution qui avait plusieurs briques et qui était plutôt orientée sur le parcours client. Donc, si on avait maintenu cette position, je pense que nous se serions orientés vers la dynamique généraliste pour aller de plus en plus loin dans la brique de service à proposer à nos clients. Depuis plusieurs mois maintenant, on a pivoté en nous recentrant sur le conseiller, sur le collaborateur. Et donc, en nous recentrant, en fait, on a fait le choix de rester spécialiste, d'intensifier justement notre spécialisation, tout en gardant, je dirais, à l'esprit de rester, je dirais, en capacité de communiquer, de se connecter à l'intégralité des solutions. Mais c'est vrai que
bon, nous, le Gartner, c'est vraiment pas un objectif. Je pense que c'est un vrai choix d'entreprise et je rejoins Valérie. C'est souvent dans une volonté de conquête et de déploiement potentiellement à l'international ou en tout cas de construire, je dirais, un vivier de nouveaux clients. Nous, on choisit une autre approche en développant la spécialisation de notre métier et en apportant, on l'espère, de l'innovation, en apportant de la différenciation, ce qui va nous permettre de pouvoir, à travers cette valeur, de la partager avec d'autres outils. Donc, en voulant rester spécialiste, on veut rester, je dirais, les leaders de notre marché et je dirais nous rapprocher, je dirais, du besoin de clients tout en s'interfaçant avec nos confrères sur les autres périmètres plutôt que de développer ou de racheter d'autres entreprises pour développer notre brique de service. Donc aujourd'hui, la position d'Ubicus est très claire, restons spécialistes et développons notre spécialisation. Merci Johan. Hervé, tu conclus? Oui, alors côté Acqueo, en fait, on fait le choix, nous, de rester éditeur. On était au départ spécialiste de l'email et on s'est étendu sur l'ensemble des médias parce qu'il fallait éviter d'avoir un logiciel par média et avoir des silos. Mais en fait, on reste donc spécialiste sur l'interaction client, d'autant plus que nous, mais comme vous tous autour de cette table, vous êtes aussi bien éditeur et vous êtes aussi opérateur SaaS de votre propre application. Voilà, donc ça étend déjà naturellement le métier de l'éditeur à un métier d'éditeur et d'opérateur. Voilà. Et donc, en complément de tout ce que vous avez dit, les autres spécialistes dont on a besoin pour la réussite du projet, c'est des consultants et des intégrateurs comme les Almavia dans cette table ronde. Donc, la question suivante, tous vos clients se ressemblent-ils? Est-ce que finalement, ça ne dépend pas surtout du type de décideur que nous avons en face, le choix que font les donneurs d'ordre? Donc, effectivement, je pense que c'est aussi un vrai sujet parce que tous nos clients, alors hormis le fait qu'ils ne se ressemblent pas dans leur métier, dans leur façon d'appréhender la technologie, déjà le décideur, celui qu'on a en face, n'est pas toujours le même et en fonction de son rôle, de son périmètre d'autonomie, ses attentes vont être différentes. Donc c'est sûr que face à un métier qui lui est spécialisé dans son domaine, marketing, relations clients, sales, service, et puis après derrière ça peut être sectorisé, les attentes vont être beaucoup plus ciblées, beaucoup plus profondes. À l'inverse, si on a une DSI, elle va peut-être vouloir, elle, homogénéiser son SI et le moins de, entre guillemets, de montée en compétences, d'exploitation, le moins d'intégration possible, et il va plutôt chercher à avoir un peu de la tranquillité ici. Et puis si on a en face de nous l'acheteur, l'acheteur, lui, c'est encore une autre dimension. Il est souvent dans une logique de massification. Donc, s'il peut réduire le nombre de lignes de fournisseurs, avec un fournisseur qui, bon an mal an, couvre un périmètre large, c'est sûr que l'acheteur, lui, il a encore un niveau au-dessus où il va plutôt prôner pour le module d'une suite déjà en place. Donc, oui, enfin, pour répondre à ta question, Fabienne, assurément, le débat, est-ce qu'il me faut une solution, est-ce que pour mon client, il vaut mieux une solution de spécialiste ou de généraliste? Ça va vraiment dépendre de qui est le client avec qui l'on parle. Nous, on a la particularité d'avoir 3 catégories de clients. On a les clients donneurs d'ordre, on a les partenaires techniques et puis on a les outsourceurs. Ce sont tous nos clients qui vont intégrer notre offre d'une certaine manière, propre à leur approche. Et je rejoins complètement ce que dit Jérôme. Quand on va rencontrer, je dirais, l'interlocuteur porteur du projet chez chaque catégorie de clients, en fait, on va être confronté à son approche, soit de massification ou d'unification de ses partenaires, soit tout simplement d'un besoin de développer la spécialisation de son métier et ainsi de suite. Donc, nous, en fait, la réponse à ça, c'est qu'on a essayé de répondre plutôt à la catégorie de clients qu'on avait plutôt qu'au profil, je dirais, de l'interlocuteur donneur d'ordre qui portait le projet. Et voilà, on s'en sort pas si mal que ça en ayant fait ce choix. Je suis pas sûr que tous ont la possibilité de faire celui-là, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on a appréhendé, nous, ce sujet-là.
la question de type de décideur, c'est vraiment clé parce qu'on a évoqué tout à l'heure l'acheteur. Il peut y avoir le volet technique aussi avec le DSI qui va pousser une solution qui a déjà été homologuée au niveau sécurité, au niveau technique intégration. Mais finalement, globalement, on est plutôt sur, comme je disais au début, un renoncement, en fait, quelque part, à chercher l'excellence d'un spécialiste pour composer avec des contraintes. Nous, ce qu'on voit, c'est vraiment deux approches très distinctes. Il y en a une avec lesquelles on arrive très bien à fonctionner et évidemment, l'autre partie va plutôt se tourner vers justement des généralistes. On voit que des clients qui sont motivés pour rentrer dans une démarche d'orchestration avec beaucoup d'intervenants spécialistes sont ceux qui ont aussi envie d'y passer de l'effort. Tout simplement, hein, c'est quel poids ils donnent à la relation client dans leur entreprise, quelque part. Est-ce que ça vaut la peine de mettre pas mal de monde dessus, pas mal de budget également, hein, potentiellement en tout cas plus que si on prend tout au même endroit, mais avec en contrepartie quelque chose d'extrêmement personnalisé et qui répond totalement à l'attendu sur le terrain. Donc voilà, c'est l'orchestration quelque part qui va permettre ça, et comme elle demande de l'effort, ça revient à arbitrer entre à qui on donne le plus de poids. Est-ce que c'est aux achats, à la DSI, ou est-ce que c'est peut-être aux opérationnels à qui on veut offrir le meilleur environnement de travail. Donc voilà, c'est une stratégie d'entreprise différente dans les deux cas. Côté Accio, en fait, avec cette logique de guichet unique qu'on évoquait en ouvrant cette table ronde, en fait, on efforce nous de rassurer à la fois l'IT et les achats en disant on peut couvrir tout ça et accompagner le métier. Donc, on va chercher à rester proche du métier en le rassurant, en lui enlevant les craintes qu'il peut avoir sur l'intégration, puisqu'on va s'en occuper avec nos partenaires, et sur les achats. S'il y a besoin, on fait de l'achat-revente, on se débrouille avec nos partenaires. Voilà. On passe à la question suivante. Face au rouleau compresseur marketing des généralistes, quelle stratégie adoptez-vous et comment voyez-vous l'avenir? Alors, en tout cas, nous, de notre point de vue conseil intégrateur, parce que en plus de ce rôle d'intégrateur qu'on a chez Almavia, on fait aussi beaucoup de conseils en accompagnement des clients. Ce que l'on peut voir, je ne sais pas comment est posée la question, mais quelle stratégie face au rouleau compresseur des gros éditeurs? La stratégie, c'est une stratégie d'accompagnement. Il y a des grosses marques, il y a des SAP, il y a des Oracle, il y a des Salesforce, il y a des Microsoft qui investissent massivement sur leur parc client et leur communication. Et je pense que la stratégie, mais je laisserai chacun répondre, mais la stratégie, elle a été évoquée là plusieurs fois. C'est pas de lutter contre, c'est d'accompagner, c'est de s'intégrer. On ne peut pas empêcher un grand compte de faire des choix de solutions génériques pour équiper différents services. Par contre, à partir du moment où il a besoin d'aller un peu plus loin dans un domaine, dans une fonctionnalité, là, me semble-t-il, de mon point de vue de conseil, la bonne stratégie, c'est d'accompagner le mouvement, de ne pas remettre en cause les choix du client, mais par contre de les accompagner et de les compléter là où il y a des trous dans la raquette et de l'aider à performer, même s'il a fait le choix d'une solution un peu plus généraliste. En tout cas, c'est la stratégie que l'on observe sur le marché et qui, d'après ce que j'ai entendu, est partagée par beaucoup. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Jérôme. Effectivement, hein, je pense que de toute façon, ils sont là et pour durer et pour de très bonnes raisons. Ils ont des tas de domaines d'excellence. Donc, c'est très complémentaire. Dès le départ, je parlais d'hybridation parce que c'est notre façon de travailler. Donc, en tout cas, dans notre ADN, on trouve ça logique de toujours pouvoir combiner plusieurs approches. Le généraliste sur tous les endroits où on va trouver que la solution standard est suffisante, les spécialistes partout où on veut vraiment faire de la customisation poussée parce que ça fait une différence pour son marché, parce que ça fait une différence pour ses clients, pour ses collaborateurs. Donc là-dessus, je suis d'accord et j'ajouterais qu'on a même besoin d'eux parce que dès lors qu'on met en place dans un écosystème où on a pu créer des connecteurs, on a pu s'interfacer avec ces solutions-là, on peut aussi communiquer avec leurs moyens. Et quelque part, ça permet à des structures de plus petite taille d'avoir une visibilité qui monte sur les épaules des géants, comme on dit, de façon à être quelque part le complément de cette approche qui est déjà très visible pour que la spécialité, le spécialiste soit lui aussi présent sur le marché. Pour compléter ce que tu dis, je pense que c'est vrai, mais c'est vrai aussi lorsqu'on livre le projet, mais surtout dans l'évolution
l'entreprise va vivre avec ce qu'on lui a mis en place, va devoir évoluer par rapport à son marché, par rapport à même l'évolution de sa structure, de sa relation client. Il y a plein de paramètres. Et il va falloir qu'elle puisse capitaliser sur les adaptations dont on a beaucoup parlé lors de cette table ronde pour garder ces adaptations, les valoriser, les adapter éventuellement ou en faire bénéficier d'autres entités de la même entreprise. Et ça, c'est sur la durée que on va pouvoir apporter cette valeur à l'entreprise. Il y a un point peut-être qui est important pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, c'est que effectivement, je pense que dans le cas de Mediatek, comme pour la plupart des spécialistes, on va jouer sur deux éléments. On va essayer de mettre en avant la valeur ajoutée qu'on peut apporter en tant que spécialiste. C'est l'ADN, je dirais. Et puis, on va jouer également sur le fait de rassurer, notamment la DSI, de rassurer ceux qui ont fait des choix de solutions très structurantes, un gros CRM, etc., de leur dire, mais en fait, on va capitaliser sur votre investissement, on va s'intégrer avec cette plateforme pour que, effectivement, tout ce qui concerne la relation client soit unifié, que vous ayez bien une vision 360, une fiche client unique, etc. Donc, je pense que ce travail-là, il est important. Mais j'ai l'impression qu'en tant que spécialiste, on a tous un enjeu extrêmement fort dans l'évangélisation et l'accompagnement des clients qui parfois sont au début de leur courbe de maturité sur nos domaines, parce que les interlocuteurs qu'on est amené à rencontrer sont quand même, je dirais, soumis à ce rouleau compresseur marketing du généraliste qui dit, en fait, il n'y a pas de problème, je fais tout et je le fais très bien, et puis je le fais pour 800 000 clients, puis pour tout le CAC 40, etc. Et en fait, oui, ok, on fait de tout, mais on peut faire de tout de différentes manières. Et là, c'est important que nous, on arrive à être le plus performant possible pour évangéliser, pour expliquer que effectivement, on peut le faire, je dirais, de manière assez avec un certain niveau d'épaisseur. Et puis, si c'est pertinent pour l'organisation, on peut aller plus loin. Et c'est là où le spécialiste peut être pertinent. Et je pense que là, on a un énorme travail pour être convaincant. Et puis, il y a certaines fois où l'organisation n'a pas besoin du spécialiste. Il faut être honnête, il faut l'accepter. Et puis, la solution, je dirais, de base du généraliste convient parfaitement. Et peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura une autre fenêtre et ce sera pertinent à ce moment-là. Ouais, je vais rebondir sur ce que dit Thierry, c'est que nous, on va vraiment profiter du généraliste pour qu'il évangélise le marché. Et dès que le besoin et la maturité par rapport à l'approche du métier se fait ressentir, c'est là où on va insister sur notre différenciation. Et nous, d'un point de vue marketing, on va plutôt s'orienter à se différencier du généraliste par ce savoir-faire vraiment spécifique au métier. Mais c'est vrai qu'on ne va pas aller contrer, je dirais, le généraliste dans son approche. Et s'il est installé, il faut bien savoir cohabiter avec lui. Donc voilà, profitons un peu de ce généraliste pour convaincre le client du besoin je dirais, du produit et du service, et puis profitons de notre expertise et de notre savoir-faire pour nous différencier et apporter de la valeur à notre client. Et je pense qu'on arrivera à tous à cohabiter de cette façon-là. Je rejoins un peu ce qui a été dit. Simplement, en tant que spécialiste, on peut couvrir parfois, je dirais, un scope un peu spécifique sur des problématiques et que pouvoir élargir finalement sa capacité à adresser certains projets, c'est que le spécialiste doit absolument être dans un écosystème de compétences complémentaires et surtout de pouvoir rassurer sur sa capacité à communiquer avec cet écosystème, avec peut-être une normalisation des API. Je citais la dernière fois, je cite de temps en temps Zapier, qui est cette plateforme qui permet à un applicatif de s'interfacer avec d'autres. C'est peut-être dans cette logique de communication, d'interopérabilité des solutions qu'on peut aussi adresser des problématiques un peu plus larges que ce qu'un spécialiste est capable de faire. Ok. On peut peut-être du coup conclure, puisqu'on on est arrivé au bout de ce webinaire. Jérôme, peut-être pour conclure, quelques mots. Je pense que les mots de la conclusion vont un peu dans ce qu'on vient de se dire. Je pense qu'il n'y a pas de dualité. La thématique, c'est la dualité spécialiste-généraliste. On l'a bien vu. Et si quelqu'un se posait la question, je pense qu'il a la réponse. Il n'y a pas de dualité spécialiste-généraliste. Il y a de la complémentarité. On parlait aussi là de maturité. Je pense qu'il y a des cycles dans le marché, comme partout. On disait le spécialiste souvent appelé pour du POC pour démontrer la valeur,
le généralise peut-être dans un second temps quand il s'agit de déployer, et puis on veut faire une première version où on déploie la fonctionnalité un peu à tout le monde, et puis après avec la maturité vient le besoin d'aller un peu plus loin et d'aller intégrer une solution spécialiste à une suite générique. Donc il n'y a pas de dualité, je pense que ça a été bien dit, il y a de la complémentarité, et le challenge pour tous les acteurs spécialisés, c'est de pouvoir s'intégrer avec les choix du client, et cette stratégie a été mise en avant par chacun en mettant bien en avant la nécessité, le besoin et la pertinence d'intégration et d'accompagner le client dans ses attentes. Donc, je trouve que le débat était très riche sur non pas la réponse à la question de pourquoi l'un, pourquoi l'autre, mais au contraire, pourquoi l'un et l'autre. Et c'était à ce titre très, très intéressant. Okay. J'ai pas mal de questions qui arrivent, dont une, on me demande comment faire pour que les donneurs d'ordre privilégient les acteurs français. Alors, je crois que sur il y a une première réponse qui a été apportée avec la réglementation déjà. Parfois, sur certains besoins, il y a la réglementation qui contraint à mettre des adaptations qui font que parfois les acteurs étrangers sont un peu plus réticents ou un peu plus lents à s'adapter. Oui, bah, je rebondis là-dessus parce que c'est effectivement mon propos tout à l'heure. C'est vrai qu'on est parfois confronté à des acteurs américains qui font la planification, mais bon, quand on connaît le droit du travail en France, effectivement, les Américains ne sont pas encore arrivés tout à fait aux subtilités qu'on peut avoir sur des sujets comme de l'annualisation du temps de travail, des notions de cette sorte-là. Donc, je pense qu'effectivement, le côté réglementation, mais tout simplement, en tout cas quand on travaille en France, de rassurer par la proximité, par la langue, de savoir qu'on n'aura pas forcément la hotline traitée en Irlande, ce sont des choses aussi qui rassurent et permettent de décider en faveur d'un acteur français. Dans le cas d'Acquio, le RGPD nous donne l'opportunité d'expliquer à nos clients que nos plateformes sont chez Equinix, ce sont nos propres plateformes, et que donc on sait exactement où sont les données. Et ça devient un élément de plus en plus rassurant, voire différenciateur pour plusieurs de nos clients. Ok. Je continue avec cette question. Quel conseil vous leur donneriez aux demandeurs, aux donneurs d'ordre? Et une autre qui est quels critères faut-il prendre en compte pour faire son choix? Alors, moi, mon avis de conseil, quand on a besoin de faire un choix, il faut faire un choix par rapport à ses besoins immédiats et puis ses besoins d'évolution, ce que rappelait Hervé tout à l'heure, dans les cahiers des charges. Ne pas omettre aussi la suite. Il ne faut pas oublier que quand on fait un choix, il peut être structurant, il y a des investissements. Il n'y a pas que l'investissement matériel et licence, il y a aussi l'investissement en appropriation, en formation. Donc, c'est pas parce qu'on a un besoin qui peut sembler basique au démarrage que le choix doit s'arrêter à ce niveau de besoin basique. Il faut essayer d'aller un peu plus loin. Et puis, pareil, dans les choix, il faut penser interdépendance, dépendance aussi parfois, faire attention à ces choix qui peuvent impacter une dépendance forte. Et puis l'ouverture, l'interopérabilité, assurément l'interopérabilité, la pérennité des choix qu'on va faire. Mmh. J'en ai une autre, et l'expérience collaborateur dans tout ça. Comment faire pour simplifier la tâche, éviter les multiples écrans? C'est très simple. Aujourd'hui, l'expérience collaborateur, c'est de toute façon, ça a été un choix fait par Ubicus d'orienter vraiment son expertise sur le collaborateur. Et ce sur quoi on voit les premiers retours d'expérience, c'est qu'il y a la nécessité, je dirais, de voir ces retours collaborateurs influencer notablement, je dirais, les autres outils et les autres activités. Je prends un exemple très concret. En quality monitoring, quand on va détecter, je dirais, une situation inacceptable ou qu'on va détecter un comportement, je dirais, qui est en dents de scie par rapport à un collaborateur, il va falloir qu'on influence l'outil de WFM pour que potentiellement, sur la planification, il ne soit pas mis en priorité sur le traitement de flux. On va devoir influencer potentiellement Acquio sur la gestion des compétences pour dire, même si ça a été le meilleur commercial sur les 3 premiers mois,
sur les 6 dernières semaines, c'est pas le meilleur, donc il faut privilégier le flux vers quelqu'un d'autre. Donc on est vraiment dans cette notion-là où il va falloir que l'expérience collaborateur en fait serve à influencer les choix et les décisions. Et c'est ce que je disais au préalable, c'est que notre dimension quality monitoring devient une dimension quality management, et que le collaborateur, c'est pas simplement un résultat, mais c'est tout un parcours aussi d'accompagnement qui doit être tracé, qui doit être efficace pour aller chercher la performance et le bien-être du collaborateur. Et ce qu'on se rend compte, avant, on disait souvent, c'était, je dirais, la qualité délivrée qui influençait la qualité perçue. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui où s'il n'y a pas de qualité délivrée, la qualité perçue, elle sera tout le temps subjective. Donc, l'expérience collaborateur est au centre de nos préoccupations à tous, je pense, et que notre professionnalisation sur le sujet va dans le bon sens. Et vraiment, le collaborateur au centre du dispositif, je pense que c'est une vraie différenciation par rapport à un généraliste où c'est pas forcément tout le temps vrai. Et puis, si justement on veut avoir une simplification de l'environnement de travail, et pour le coup, typiquement, là, c'est vraiment en plein cœur de ce qu'on propose comme valeur à notre marché, on est dans une approche d'interface unique. Et cette solution-là, elle permet de plus poser la question de savoir est-ce que c'est problématique d'avoir plein d'outils, parce qu'ils sont tous présents en même temps dans un seul endroit, qui les regroupe tous, qui les assemble en les mettant en avant au moment où c'est opportun dans la relation client. Donc finalement, ça lève ce point qui est l'une des contraintes sur lesquelles on se dit je vais pas pouvoir faire autrement que de prendre un généraliste parce que je veux pas de complexité. En réalité, on peut tout à fait prendre des tas de spécialistes et les associer avec un orchestrateur. Dans ce cas-là, on aura tout autant de confort pour le conseiller, tout en ayant cette profondeur fonctionnelle qu'on évoquait tout à l'heure. OK. Il y a peut-être une dernière question. Oui, Fabienne, moi je suis sur le chat là, je peux compléter aussi. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Parfait. Donc je vais compiler plusieurs questions qui se recoupent un petit peu. Donc finalement, il y a une question relative à la grande ébullition qu'il y a sur le marché du CRM, FICI, Deal, Coeris, Eligent, qui vient concaténer avec d'autres questions sur que faire face à des acteurs tels Microsoft ou Salesforce, ces géants. Je laisse nos intervenants répondre à nos participants. Merci. Je profite juste parce que j'ai réussi à remettre ma webcam donc, pour parler. Je ne sais pas si vous me voyez. Je pense qu'à nouveau, la question est mal posée. Que faire face aux grands acteurs? C'est comme tout. S'il y a des grands acteurs, c'est qu'il y a un grand marché. Faire face, non, je pense qu'il faut faire avec. Et il faut démontrer la valeur. Donc, soit le client il a un besoin spécifique et il n'a pas déjà un de ces grands acteurs. Et si son besoin est assez, soit son besoin est pas très précis, et la valeur ajoutée du spécialiste, ça va être de l'éclairer, de l'accompagner, de lui démontrer la valeur et de l'accompagner plus loin. Soit il a un besoin qui est basique, et ça peut s'intégrer dans sa solution plus généraliste, son Microsoft par exemple, mais en prenant rendez-vous pour après. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait le stade 0, où il a fait un peu de planification basique, par exemple, avec un peu de roulement et des calendriers qui sont un peu les mêmes, il a besoin d'aller un peu plus loin. Il a une demande de ses utilisateurs d'aller plus loin, ou dans son parcours client, il veut aller plus loin, ou dans ses enquêtes, il veut aller plus loin. À ce moment-là, on n'est pas face à A, on est en complément, on est en remplacement d'un module et on est en intégration. Mais je ne pense pas que ce soit face A, c'est en complément et en intégration avec. Merci Jérôme. Je rejoins assez bien ce qui a été. Oui, non, mais très très rapide. Je rejoins assez bien ce qui a été dit. Hein. Dans le workforce management, on est, je pense, encore toujours sur un marché d'équipement. Et aujourd'hui, notre grand concurrent, finalement, ça reste Excel. Et je sais qu'il y en a qui vont rester sur Excel. Ouais. Et le travail, c'est finalement de basculer de Excel à un moment donné à une solution de workforce management, avec tout ce que ça va engendrer derrière en termes de possibilités sur les process, les règles, etc. Mais il faut qu'ils mûrissent. Merci beaucoup à vous, tous les participants, également vous, intervenants, d'avoir contribué pour cette table ronde. Vraiment riche. Merci beaucoup. Merci encore et très belle après-midi à vous tous. À bientôt. Merci à tous. Merci Fabienne. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.